Bienvenue dans cet échange. Aujourd'hui, on se penche sur la transcription du Community Call, en français, de Realty, celui du 18 novembre 2025. Oui, et l'idée, c'est de voir ensemble comment leur communication pourrait être affinée pour gérer la crise majeure qu'ils traversent à Détroit. Exactement. Et surtout pour essayer de restaurer la confiance des investisseurs. Alors, le premier point qui m'a vraiment frappé, c'est que la communication actuelle tente à minimiser l'ampleur de la crise juridique. Ah oui. Il y a un décalage assez saisissant avec la réalité des faits. En lisant la transcription, j'ai trouvé le ton particulier. On a l'impression qu'ils nous disent « circuler, il n'y a rien à voir » en qualifiant toute la situation légale d'absurdité passagère. Le mot absurdité, il est très révélateur, ouais. Ils vont même jusqu'à utiliser des anecdotes comme celle du petit criminel qui profite de l'interdiction d'expulser. On sent bien que ça détourne l'attention, quoi. C'est ça. C'est une façon de dire que c'est une petite anomalie administrative, un caprice de la justice. Mais quand on se plonge, même juste un peu, dans les documents officiels, la réalité, elle est tout autre. On est loin d'une petite anicroche. Ah mais complètement. On parle de la plus grande action en justice pour nuisance de toute l'histoire de la ville de Détroit. Ce n'est pas rien. L'action vise 408 propriétés, un réseau tentaculaire de 165 sociétés écrans. C'est énorme. On dirait des poupées russes juridiques, personne ne sait plus vraiment qui possède quoi. Et il y a déjà 500 000 $ d'amende accumulée. C'est un peu comme dire que votre bateau prend un peu l'eau, alors qu'en fait il y a une brèche de 5 mètres dans la coque. Et cette brèche, c'est l'ordonnance du juge. Il la présente presque comme une simple contrainte, une interdiction d'expulser un locataire. Mais c'est bien plus grave. Infiniment plus grave. L'ordonnance du juge, elle gèle la totalité de leurs revenus à Détroit. Elle bloque toute, absolument toute, collecte de loyers sur ces 408 propriétés jusqu'à leur mise en conformité. Et il y a des délais stricts en plus. Extrêmement strict, oui. 30 jours pour les biens prioritaires, 90 pour le reste. La survie opérationnelle de leur portefeuille à Détroit est directement en jeu. Donc, présenter ça comme une simple absurdité, c'est soit un déni de la réalité, soit une tentative de la masquer. Dans les deux cas, pour la confiance, c'est un problème. Et le pire, je trouve, c'est l'omission. Il ne parle même pas de l'éléphant dans la pièce. L'accusation la plus dévastatrice, celle qui a été reprise partout dans les médias spécialisés. Totalement passé sous silence. Voilà, la vente de tokens pour 39 biens immobiliers que Realty ne détiendrait même pas légalement. On parle de 2,72 millions de $. C'est le genre d'oubli qui peut anéantir la crédibilité. Seul point de rupture. Et face à ça, à mon sens, la seule stratégie viable, c'est un pivot, un virage à 180 degrés vers ce qu'on pourrait appeler une transparence radicale. Il faut arrêter de subir le récit qui est écrit par les autres, par les journalistes, par les documents du tribunal. Et le reprendre en main. Exactement. D'accord, mais la transparence radicale, c'est terriblement risqué, non? En admettant tout ça de front, est-ce qu'il ne s'expose pas encore plus? Est-ce que ça ne revient pas un peu à plaider coupable publiquement avant même que la justice ait tranché? Ça me paraît être une stratégie à haut risque. Je comprends la crainte, mais le vrai risque n'est pas d'en parler. Le vrai risque, c'est de laisser les autres en parler à votre place sans aucun contrôle. Les infos sont déjà publiques. N'importe quel investisseur peut trouver les documents du tribunal en 3 clics. C'est vrai. Le silence ou la minimisation, ça ne fait qu'alimenter la suspicion. La transparence radicale, ce n'est pas une confession, c'est une prise de commandement. Il ne s'agit pas de dire « on est coupable », mais de dire « voici les faits, voici les accusations, et voilà notre plan d'action précis et mesurable ». Ok. Concrètement, ça donnerait quoi alors? Au lieu de qualifier la situation d'absurde, imagine une communication qui dirait « Nous faisons face à une ordonnance judiciaire qui nous interdit de percevoir les loyers tant que nos 408 propriétés ne sont pas certifiées conformes. C'est une conséquence directe de nos défaillances passées et nous en assumons l'entière responsabilité. Voici notre plan d'action détaillé, étape par étape, pour respecter les échéances et regagner le droit de collecter les loyers. » Ça change complètement la posture, c'est certain. On passe de la défensive à une position de contrôle. Et pour cette histoire de titre de propriété, c'est encore plus délicat. Comment est-ce qu'on aborde ça sans provoquer une panique générale? De la même manière, deux fronts avec un plan, on pourrait imaginer quelque chose comme plusieurs articles ont soulevé des questions légitimes sur la propriété légale de 39 biens. La confiance de nos investisseurs est notre priorité et il est essentiel de clarifier ce point. Nous avons immédiatement mandaté un cabinet d'avocats indépendants pour auditer chaque titre de propriété. Voici l'état actuel des actes, en toute transparence, et les mesures correctives immédiates que nous prenons pour résoudre tout écart. En nommant le problème, on le dédramatise. Exactement. On montre qu'on le gère activement au lieu de donner l'impression de le cacher sous le tapis.
C'est toute la différence entre être acteur de la situation et en être la victime. Je vois. Ce n'est pas une confession, c'est une démonstration de maîtrise. Cette idée de reprendre le narratif par la transparence est puissante. Mais ça ne peut pas s'arrêter aux mots, j'imagine. Cette même logique, elle doit s'appliquer à la façon dont ils présentent leurs actions concrètes. Tout à fait. Comme les fameuses rénovations. C'est notre deuxième point, n'est-ce pas? C'est exactement ça. La deuxième critique, c'est que la performance opérationnelle est présentée comme une avancée proactive, alors qu'elle omet complètement le contexte d'obligation judiciaire. Oui, c'est ça. Ils annoncent fièrement avoir obtenu 35 nouveaux certificats de conformité. Sur le papier, ça sonne bien. Ça montre du mouvement, une progression. On se dit « Waouh, les choses avancent ». Ça montre du mouvement, oui, mais c'est l'échelle qui pose problème et qui rend la communication un peu trompeuse. 35 certificats sur 408 propriétés qui, je le rappelle, n'en avaient aucune au début du litige. Aucune. On parle de moins de 10% du travail total à accomplir. C'est comme fêter bruyamment le premier kilomètre d'un marathon. Techniquement, c'est un progrès, mais ça ignore les 41 kilomètres qui restent. Présenter ça comme une victoire autonome, c'est créer une fausse impression de maîtrise. C'est ça. Le cadre qu'ils choisissent est complètement décalé par rapport à l'échelle du défi. Ils présentent ça comme une victoire alors que c'est à peine le début du respect d'une obligation légale. Et en plus, ils parlent du rythme linéaire des rénovations comme si c'était un choix stratégique en blâmant le manque d'accès aux fonds. Ça sonne un peu comme une posture de victime, non? Précisément. Ils subissent la situation au lieu de la piloter. Ils créent une narration victimaire plutôt que d'assumer la responsabilité de la crise de capital qu'ils traversent, qui est, en fait, une conséquence directe de l'ordonnance. L'idée, ce serait de renverser la table, de recadrer complètement cette communication pour la présenter comme un rapport de conformité. Un rapport de conformité. J'aime bien l'idée. Ce n'est plus une communication de crise, mais un rapport de redressement continu. Voilà. Mais en se liant si étroitement à l'ordonnance, est-ce qu'on ne risque pas de paraître faible? Comme si on n'agissait que sous la contrainte. Comment on garde une image de leader proactif tout en étant transparent sur ses obligations? C'est une excellente question, et c'est là que la nuance est cruciale. La proactivité, ce n'est pas de nier la contrainte, c'est de montrer qu'on la surpasse. Le leadership, il se démontre en disant « Oui, le tribunal nous a imposé un cadre, non seulement on va le respecter, mais on va en profiter pour renforcer tous nos processus. Notre objectif, ce n'est pas seulement de satisfaire le juge, mais de sortir de cette épreuve plus fort et plus transparent. » Ça transforme la contrainte en preuve de résilience. Absolument. Au lieu d'annoncer « On a obtenu 35 nouveaux COC », la communication pourrait être « Conformément à l'ordonnance du tribunal, nous devons mettre en conformité 408 propriétés. À ce jour, nous avons atteint cet objectif pour 35 d'entre elles. Vous pouvez suivre nos progrès en temps réel sur un tableau de bord public. Notre plan pour accélérer ce rythme, malgré les contraintes, est le suivant. » Un tableau de bord public, ça, c'est un geste fort. On passe d'un chiffre isolé qui cherche à rassurer à un processus transparent qui, lui, inspire vraiment confiance. La différence est énorme. Et pour clarifier l'impact financier, il pourrait ajouter « L'interdiction de percevoir les loyers nous prive de notre source de revenus principale. L'ordonnance nous impose de rénover 58 propriétés en 30 jours et tout le portefeuille en 90. Nous finançons ces travaux sur fonds propres, ce qui explique le rythme actuel. L'accès aux fonds séquestres est conditionné à notre avancée. » C'est factuel, transparent, et ça explique le pourquoi sans chercher la moindre excuse. Ça montre qu'ils sont lucides, qu'ils maîtrisent leurs chiffres et qu'ils ont un plan. Et en parlant de plan et de résilience, ça m'amène au point suivant. Toute cette communication est très tournée vers l'intérieur, vers leurs investisseurs. Mais une crise de cette ampleur, ça a des répercussions bien au-delà. Oui, il semble ignorer l'impact sur tout l'écosystème. Et l'opportunité qui s'y cache. Absolument. Et c'est la troisième grande faiblesse. La stratégie de communication est réactive, défensive, et elle manque une occasion en or de faire preuve de leadership pour tout l'écosystème des RWA, ces fameux Real World Assets. Oui. Cette affaire, pour tout le secteur, c'est un réveil brutal. Les analystes, les concurrents, les régulateurs, tout le monde regarde. Des concurrents comme Magma utilisent déjà l'affaire Realty comme une étude de cas pour vanter la robustesse de leur propre modèle. Le silence de Realty sur cet impact plus large est donc assourdissant. Exactement. Leur silence peut être perçu comme un manque de vision. Ou pire, comme la preuve qu'ils n'ont pas compris la portée de leurs propres échecs. L'affaire de D3, elle touche au cœur de la promesse des RWA. Est-ce que l'actif numérique que j'achète sur la blockchain représente vraiment la réalité sur le terrain ? Est-ce que la maison est bien entretenue, conforme à la loi? Est-ce que le titre de propriété est solide? Voilà. Et la crise de Realty montre une déconnexion spectaculaire entre la promesse on-chain et la réalité opérationnelle off-chain. Le vrai souci ici, c'est qu'ils ont l'air d'avoir des œillères.
Ils parlent de leurs problèmes à D3 comme si c'était un simple contretemps opérationnel, alors que ça révèle des failles béantes dans tout leur système. Ils promettent de rationaliser les processus, mais ça sonne tellement faible face à un échec d'une telle magnitude. C'est ça. On a l'impression qu'ils ne voient pas que leur maison est en feu et que tous les voisins les regardent par la fenêtre. C'est exactement ça. Et c'est là qu'il y a une opportunité incroyable. Au lieu de subir, ils pourraient se positionner en leader en disant « Cette crise a mis en lumière des faiblesses, pas seulement chez nous, mais potentiellement dans tout le modèle des RW immobiliers. Nous avons appris à nos dépens, de la manière la plus dure. Et voici ce qu'on va mettre en place pour que ça ne se reproduise plus, et on pense que ça devrait devenir un standard pour toute l'industrie. » C'est un pivot stratégique puissant, ça. Ça transforme la plus grande crise de leur histoire en leur plus grande force. C'est ambitieux de vouloir se positionner en leader au milieu d'une telle crise. Ça pourrait facilement sonner creux ou arrogant. Pour que ce ne soit pas juste des paroles en l'air, quelles actions concrètes, non négociables, ils devraient annoncer pour que le marché y croie vraiment? Il faut des engagements forts et vérifiables. Par exemple, ils pourraient annoncer un nouveau protocole de vérification triple pour chaque nouvelle propriété. Premièrement, une validation juridique par un cabinet externe du titre de propriété avant toute tokenisation. Deuxièmement, une certification municipale de conformité obtenue et publique avant la vente du premier token. Et troisièmement, la mise en place systématique d'un séquestre provisionnel pour les taxes et lamentances auditables. Ils transformeraient les causes de leur échec en piliers de leur nouveau modèle. C'est ça, les titres de propriété douteux, la non-conformité, le manque de prévoyance financière, tout ça devient la base de leurs nouvelles promesses. Et ils pourraient lier ça directement à leurs projets futurs, pour montrer que ce ne sont pas que des mots. Absolument. C'est le test ultime, justifier leur stratégie à Chicago avec les leçons de D3. Notre expansion à Chicago intègre les leçons douloureuses de D3. La structure juridique y est radicalement simplifiée pour éviter l'opacité des 165 sociétés écrans qui nous est reprochée. Chaque bien sera géré par une entité unique, clairement identifiée et suffisamment capitalisée. Ça, c'est un message qui résonne. Ça montre non seulement qu'ils ont appris, mais qu'ils appliquent activement et publiquement cet apprentissage. C'est le signal le plus puissant qu'ils puissent envoyer au marché pour reconstruire la confiance sur des bases, cette fois bien plus solides. Bon, pour conclure, si on résume, 3 axes d'amélioration majeurs ressortent de notre discussion pour transformer la communication de Realty. Oui. Premièrement, adopter une clarté radicale. Il faut qu'ils abordent de front les accusations les plus graves, notamment sur la propriété des biens, pour reprendre le contrôle du récit. Ensuite, contextualiser la performance. Arrêter de présenter les rénovations comme des succès isolés et les intégrer dans un rapport de conformité transparent. Ça démontre une prise de responsabilité. Et enfin, le 3e point, faire preuve de leadership. Utiliser cette crise non pas comme une honte à cacher, mais comme un levier pour proposer un modèle de gouvernance plus robuste, plus transparent et, pourquoi pas, améliorer les standards de tout le secteur des RWA. Voilà. Transformer une crise en opportunité. Nous espérons que cette analyse sera utile et nous invitons bien sûr l'auditeur à nous soumettre ses prochaines communications pour poursuivre cette réflexion constructive.